comme vous êtes focalisé beaucoup plus sur les jeunes lutteurs, le statut du jeune lutteur, comment il vit, est-ce qu'il vit de son art au quotidien par rapport à la lutte sénégalaise? Tout à fait. Alors, la lutte, comme beaucoup d'autres activités, l'argent est vraiment le nerf de la guerre. On sait que s'il n'y a pas d'argent, et donc s'il n'y a pas de promoteur, il n'y a pas de combat de lutte. Donc évidemment, il y a tout un chapitre sur les promoteurs qui sont très importants, mais on voit qu'il y a différentes catégories de promoteurs. Bon, certains après, au cours de leur carrière, peuvent changer, mais entre les grands promoteurs, à l'époque, les Luc Nicolaï, les Gaston Beng, etc., les Aziz Ndiaye, etc., aujourd'hui, il y en a d'autres qui ont les moyens financiers de faire lutter les meilleurs champions. Les rois des arènes et de faire des combats chocs, des combats royaux, etc. Mais il y a aussi des promoteurs qui permettent de faire lutter les jeunes lutteurs. À l'époque, moi plusieurs fois j'ai rencontré Serine Moudounian qui était vraiment vu comme le promoteur des jeunes espoirs. Et lui, il faisait peut-être pas des grands combats aussi médiatisés que les combats chocs, mais c'est lui qui chaque année faisait lutter qui avait le plus grand nombre de journées de combat par saison. Et pour ça, il fallait vraiment être très reconnaissant parce que c'est lui qui permettait de faire lutter les jeunes lutteurs. Et si les jeunes lutteurs ne luttent pas, aucun d'entre eux ne pourra un jour arriver au sommet de l'arène et devenir roi des arènes. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de voir aussi la lutte par le bas, par les jeunes lutteurs, par les promoteurs qui font lutter les espoirs, les pépinières, comme on dit. Ouais. Et ça, c'est très important de ne pas se focaliser uniquement sur la dizaine, la vingtaine de grands champions que tout le monde connaît, mais de voir toute la pyramide, la hiérarchie finalement de la lutte, et aussi du côté des promoteurs. Évidemment, pour un jeune lutteur, moi j'étais proche de lutteurs qui commençaient leur carrière, c'est difficile en fait. On voit que toute la famille doit s'investir autour d'eux. Et je voyais, par exemple, avec le père d'un jeune lutteur qui en était à son premier, deuxième combat, il disait, à chaque combat, j'ai des pertes. Il faisait vraiment le tableau, qu'est-ce que j'ai dépensé, qu'est-ce que j'ai gagné, et le petit cachet que touchent les jeunes lutteurs. À l'époque, c'est 100 000 francs CFA le minimum. Je ne sais pas si ça a bougé depuis. Mais en fait, quand on voit les dépenses qu'ils devaient consacrer justement pour devenir populaires, le jour du combat, qu'il y a une centaine de personnes qui se rassemblent au domicile, il faut pouvoir offrir au moins un repas à tout le monde. Ensuite, il faut payer les cars pour aller se rendre au stade. Parfois, il faut même distribuer des billets gratuitement pour que les plus jeunes fans qui n'ont pas les moyens de payer le billet d'entrée soient là pour supporter et pour que le promoteur voit que le lutteur est populaire. En réalité, tout ça, ça dépassait déjà l'argent qui touchait l'avance du cachet et peut-être même après ce qu'il avait touché dans le reliquat. Donc en fait, on voyait vraiment que c'était un investissement et c'était pensé comme tel. On disait voilà, au début, je sais que je vais avoir des pertes, je sais que ça va être compliqué, mais on va investir parce que le petit, là, mon enfant, mon fils, il a des chances dans l'arène et peut-être sur 2 ans, 3 ans, après les cachets vont monter, il va peut-être gagner 1 million et là, par contre, on va pouvoir commencer à faire des bénéfices. Donc il y a vraiment un sacrifice de tout le monde, on voit de la famille, des amis, du fans club, on va mobiliser les commerçants du quartier pour qu'ils donnent 2 000 francs, 5 000 francs, 10 000 francs, peut-être un peu plus pour aider à la préparation du combat. C'est ça, mais c'est vraiment du coup, on voit au niveau du quartier comment on construit cette réputation qui est nécessaire pour qu'on vous soutienne et qui est la condition nécessaire. Un modèle de développement, quoi. Alors, moi, je voudrais savoir concrètement l'histoire de ce livre, quoi. C'est-à-dire, ça raconte quoi exactement? Le profil d'un lutteur sur lequel vous avez mis le curseur. Comment ça se passe réellement, son évolution, ses débuts, l'acteur central de ce livre-là? Ce que j'ai dit, l'acteur central, c'est la carrière d'un lutteur. Alors il y a plein d'exemples, hein, c'est pas centré sur un seul lutteur. Quel nom vous lui avez donné? Alors ça, c'était une vraie question. Oui. Au début, j'avais gardé tous les noms des lutteurs et après j'ai anonymisé. Ça renvoie aussi à des questions un peu de méthode et de normes dans la discipline en sciences sociales où on anonymise les personnes. J'ai gardé les noms de grands lutteurs, les modulos, les bombardiers, c'était évidemment pas question de les anonymiser. Donc j'ai anonymisé les écuries, les lutteurs les principaux que j'ai suivis. Mais donc voilà, j'ai suivi au fur et à mesure à l'échelle de 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, un peu leur carrière. Aussi bien des petits lutteurs qui commençaient... Mais vous avez fait le sacrifice de rester au Sénégal 7 ans uniquement pour ce livre? Je venais chaque année. Je venais un mois et demi, parfois je venais 2 fois par an. Et je repartais et je revenais l'année d'après, mais donc pour suivre les mêmes écuries et de voir l'évolution. Donc aussi bien des petits lutteurs que finalement, me suis aussi intéressé aux petits champions en fin de carrière. Des lutteurs qui... c'est clair que maintenant ils ont connu des bons débuts avec des victoires et puis ils commencent à enchaîner des défaites. Du coup, les promoteurs s'intéressent moins à eux et c'est clair que là leur carrière est un peu sur la fin. Ils approchent de la trentaine, ils sont un peu usés physiquement aussi. Donc comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir?
dans le quartier quand il y a d'autres lutteurs plus jeunes qui prennent le devant. Donc, je me suis intéressé à ça aussi, comment certains partent du coup à l'étranger pour tenter à travers la migration de réussir lorsque c'est clair qu'ils pourront plus réussir. J'ai vraiment essayé de m'intéresser à tout le spectre des jeunes lutteurs anonymes, les grands champions, les lutteurs en fin de carrière, pour voir la construction de ces carrières sportives très, très particulières à la lutte sénégalaise. Votre histoire avec les marabouts. Vous avez dit, les marabouts sont centraux dans la lutte. Vous avez rencontré des marabouts. J'ai suivi les lutteurs quand ils allaient voir les marabouts pour la préparation mystique. Pour certains lutteurs, même j'étais presque leur préparateur mystique. C'est moi qui prenais les consignes des marabouts. Alors il faudra utiliser telle poudre, telle les safaras, etc. Tenir les tumukai, etc. Oui, j'étais. Julien, il connaît très bien les choses. C'est important. Et ce qui est intéressant dans les marabouts, c'est que ça fait partie du spectacle, en fait. Et c'est important. Et pour les télévisions, c'est important de pouvoir filmer dans l'arène la préparation mystique. Et on voit bien avec les récents débats autour de l'horaire qu'il faut finir tôt. Quand on voit pas les tous, quand il n'y a pas le spectacle, quand il n'y a pas la préparation mystique, ça manque, en fait. Ça manque à tout le monde, ça manque aux spectateurs, aux supporters. On sait quand un lutteur, on a l'impression qu'il a négligé sa préparation mystique. Ses fans eux-mêmes, ils sont pas contents. Ils disent mais qu'est-ce qu'il se fiche de nous? Il a pas pris le combat au sérieux parce qu'il a pas la préparation mystique et une manière de montrer qu'on prend le combat au sérieux. Et ce qui m'a intéressé aussi en tant qu'anthropologue, c'est que la préparation mystique, c'est aussi la manière à travers laquelle ça montre que le lutteur est pas tout seul. Parce qu'il y a plein de gens qui sont derrière lui. Il y a les marabouts qui travaillent pour lui, il y a ses préparateurs mystiques, mais il y a éventuellement des gens qui ont fait des choses aussi pour lui, qui le soutiennent mystiquement. Donc en fait, ça montre bien ce que disait un des gens qui s'intéressaient, staff d'une des écuries, qui disait la lutte, c'est pas pour le lutteur lui tout seul, il y a plein de gens derrière lui. Et pour moi, ça, c'est vraiment une des grandes leçons de l'arène, c'est que la lutte, c'est pas un sport individuel entre deux athlètes en réalité. C'est un sport collectif d'une certaine manière, même si on le voit pas comme sur le football, il n'y a pas 11 joueurs sur le terrain, il n'y a qu'un lutteur, mais en fait derrière lui il y a tout le monde. Et ça, la préparation mystique le montre bien. Tu as été témoin d'un lutteur qu'on a atteint mystiquement? En permanence, les lutteurs font attention à ça, vivent ça aussi mystiquement. Et un lutteur qui tout d'un coup a peur dans l'arène, tout d'un coup il recule et tout, il va pouvoir le percevoir comme étant le fait que peut-être mystiquement son adversaire a fait personnellement, quelque chose. tu as été atteint mystiquement? Moi non, parce que j'étais blindé. Moi j'étais blindé, j'étais bien préparé. Ah ok, toi aussi tu avais été... Mais les lutteurs te protégeaient. Mais on sait que tout le monde se protège dans l'arène, les promoteurs, les journalistes, tout le monde doit se préparer, même s'ils le disent pas, ils prennent des bains avant. Non mais donc la préparation mystique, c'est aussi une bonne entrée pour comprendre au-delà du sport toutes les réalités de l'arène, les rivalités. En fait, ce qui se joue souvent dans la préparation mystique, on va voir après quand un lutteur dit en fait j'ai été trahi dans mon propre camp, il y a quelqu'un qui est venu faire des mauvaises choses. Donc en fait, parler de préparation de marabout, de préparation mystique, d'attaque mystique, etc. C'est une manière aussi de parler des solidarités, des rivalités, des conflits. Maintenant, les marabouts sont devenus de plus les stars, mais plus les lutteurs. Tu vois un marabout maintenant qui fait la star, alors que la star c'est le lutteur. Tu vois un préparateur mystique maintenant, ce qui est plus célèbre que le lutteur même. Il gagne aussi beaucoup. Hein. Et qui gagne beaucoup d'argent, qui profite aussi, il y a cet aspect. Le marabout qui profite de la célébrité du lutteur pour se faire une clientèle. Bien sûr. Et pour même dire que c'est grâce à lui qu'il a gagné son combat. C'est pour même dire que c'est grâce à lui. Ou bien tu vois un marabout, dès que le lutteur gagne, il vient à côté de lui. Après, les clients vont venir en masse chez lui. Automatiquement parce qu'ils font carrément, ils se disent carrément non. C'est du marketing. Donc il a dit bien. Donc il y a un enjeu de popularité aussi. C'est ça, exactement. Oui. Parce qu'aussi, il ne s'agit pas tout simplement que d'un simple combat entre un lutteur et son vis-à-vis, mais il y a tout un monde derrière, quoi. Et eux aussi, ils en profitent pour faire leur business. Hein. Ouais, c'est du business. Je vais, allez-y. Non, donc ce qui m'a intéressé aussi, c'est au cours ces derniers temps, c'est l'attitude de Modulo aussi, qui a dit qu'il allait arrêter de mettre autant d'importance sur la préparation mystique. On le voit, il porte plus les gris-gris, tous les choses dans l'arène lors de ses combats, et pourtant il remporte ses combats. Au début, les supporters apparemment étaient un peu interloqués. Et devoir lui dire, je vais insister sur d'autres aspects, la préparation physique, mentale, de bien manger, les entraînements, etc. Donc c'est intéressant aussi comment la lutte sénégalaise et les lutteurs sont travaillés eux-mêmes par qu'est-ce que je vais mettre dans la préparation, l'avance que m'a donné le promoteur, qu'est-ce que je vais consacrer à la préparation mystique, qu'est-ce que je vais consacrer à la préparation physique, aller m'entraîner éventuellement à l'étranger, etc. Donc je trouve ça intéressant aussi. Exactement. Je vais un peu revenir en fait sur le business. Là, par exemple, si on prend l'exemple de Tyson, c'était un jeune lutteur, il est né à Kaolack, il a grandi à Pikine.
il était un lutteur, un champion. Maintenant, il a fait une transition, en fait. Il est devenu un businessman. Comment, en fait, vous voyez cela? C'est-à-dire la carrière de Tyson, de lutteur maintenant à businessman. Ça, c'est en même temps combien de Tyson pour combien de lutteurs. Donc, combien peuvent se le permettre? Quelqu'un comme Tyson, qui a été un immense champion dans les années, à partir du milieu des années 90 jusque dans les années 2000, c'est sûr. En plus, il a bénéficié d'une période où c'est pas juste Tyson qui était un excellent sportif, mais il a aussi bénéficié de la période où les principaux sponsors qui ont été les opérateurs de téléphonie mobile ont investi des milliards dans l'arène. Des centaines de millions en tout cas. Oui. Et donc Tyson, il a bénéficié d'être là au bon moment finalement. Et donc il a pu capitaliser pour ça, sans doute de manière avisée. Il n'a pas du tout dilapidé en donnant autour de lui. Il a pu investir dans des business. Et aujourd'hui, évidemment, maintenant, il a passé l'âge de la retraite sportive, hein, il le mérite. Et donc avec cet argent-là, il a pu investir dans le business. Mais combien de Tyson? Ça comptait aussi son charisme et sa personnalité. Voilà. Tyson aussi, c'est ce qu'il incarnait en termes de sport business, lui a permis d'avoir de très gros cachets dans la lutte. Hein. Effectivement. Et ça, j'ai été frappé quand justement je regardais dans les archives. Le premier combat, non même avant ses premiers combats, il venait, et parce qu'il c'était un danseur exceptionnel, il faisait le show dans l'arène et les journalistes l'avaient déjà repéré et commençaient déjà à parler d'un phénomène avant même qu'il ait fait ses preuves. Et tous ses premiers combats, très vite, ça c'est vraiment spécifique à Tyson, il est encore à peine connu, tout de suite son nom dans la presse est là et évidemment sa célébrité se construit dans la presse. Alors que voilà, il y en avait d'autres devant lui aussi qui avaient révolutionné l'arène, qui avaient rajeuni l'arène, les Maigay, les Tafagay avant lui. Mais avec Tyson, il y a vraiment un emballement médiatique. C'est une génération en fait. Qui est aussi un moment où, comme on le disait juste avant, il y a de l'argent qui arrive, qui afflue dans l'arène, qui fait qu'il peut en profiter. C'est quand même un exemple assez particulier. Et toujours dans cette logique de révolution de la lutte et en même temps aussi de son évolution, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de lutteurs maintenant qui s'orientent vers les sports de combat, notamment les MMA avec la Ligue Eric Fabre MMA. Comment est-ce que vous trouvez cette évolution-là, cette transition même de lutteurs sénégalais qui ont en tout cas à la fois la possibilité d'être dans l'arène, de continuer leur combat de lutte, mais aussi d'avoir un pied dans le MMA? Ça, c'est intéressant, c'est vraiment une des principales évolutions. Moi, je n'étais pas revenu depuis 2017-2018. Il n'y avait pas encore le MMA. À l'époque, si on discutait, c'était le combat Bombardier-Rocky Balboa. Au départ, ça devait être de la lutte avec frappe. Le CNG l'avait interdit parce qu'il était hors de question que Rocky Balboa, qui avait jamais fait ses preuves, puisse remporter, disputer en tout cas un combat contre le roi des arènes. Et donc, il avait finalement eu lieu en MMA à Genève, mais c'était encore balbutiant. On sentait que c'était mal vu. Effectivement, depuis, ça a changé et on voit que le MMA est quelque chose qui est en train de transformer